Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, Forum mondial des parlementaires à Washington, la présidente du Sénat, Kandia Camara, prend part aux travaux. La rencontre est organisée conjointement avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Elle se tient pour partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques en matière de développement. Une autre rencontre mais qui se tient en Côte d'Ivoire, c'est la revue sectorielle du C2D, contrat de désendettement et de développement. Elle donne l'occasion aux parties prenantes, les autorités ivoiriennes et françaises, d'assurer l'atteinte des objectifs. Des projets sont initiés dans la biodiversité, la gouvernance financière et le développement rural. Massar 2024, le Rwanda, pays invité d'honneur, donne les recettes de l'impact de la culture sur son processus de développement. Une politique culturelle marquée fortement par l'implication du pouvoir public et les investissements des acteurs privés, des actions qui ont renforcé le sentiment d'appartenance et réaffirmé une identité forte des Rwandais. Aux États-Unis, Donald Trump comparaît à partir de ce lundi à New York pour le premier de ses procès dans l'affaire dite Stormy Daniels. Il est visé par 88 chefs d'accusation. L'ancien président américain en cours 1 an, voire 4 ans d'emprisonnement. Elle représente la Côte d'Ivoire à cette rencontre internationale. La présidente du Sénat, Kandia Camara, prend part aux travaux du Forum mondial des parlementaires. Au centre des échanges, la lutte contre la pauvreté. Éric Goré est notre envoyé spécial à Washington. Kandia Camara au Forum mondial parlementaire. La présidente du Sénat conduit la délégation ivoirienne à Washington, aux États-Unis. 3 ministres ivoiriens prennent part à d'autres panels en lien avec l'objectif. Ici à Washington, les ministres de l'économie Adama Coulibaly, du développement Kabane Yale, de l'emploi Adama Camara. La première femme présidente du Sénat de notre pays est accompagnée du sénateur Kwame Norbert Kester au Sénat, de son Excellence Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York, de la députée de Korogo, Magyara Coulibaly, du député Diomandé Aboulaye Karim, Kester à l'Assemblée nationale, du préfet Dossan René, directeur de la coopération. Une rencontre de haut niveau qui met sur la même table la Banque mondiale, le FMI, les experts en économie et les parlementaires, les représentants du peuple, pour plancher sur les problèmes des pays pauvres et des pays en crise. La situation en Palestine et en Ukraine est également évoquée à cette rencontre. Une façon pour ces parlementaires de renforcer la capacité pour une réaction efficace. Les travaux prendront plusieurs jours. La prière nationale sera à la tribune ce mardi pour parler et faire des propositions au nom des parlementaires ivoiriens. Elle devra situer la disponibilité des parlementaires ivoiriens pour le succès de ce réseau mondial. Et restons là-bas aux États-Unis, à Washington, dans le cadre du 7e forum sur le financement de la santé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a pris part à un panel portant sur l'avenir du financement de la couverture sanitaire dans le monde. Adama Camara a présenté les différentes initiatives portées par la Côte d'Ivoire en matière d'amélioration de la politique sociale et sanitaire. Ici en Côte d'Ivoire, la revue sectorielle du C2D a commencé ce lundi à la primature. Cette rencontre sur le contrat de désendettement et de développement va durer une semaine. Les autorités ivoiriennes et françaises font le point des projets. 9 secteurs concernés, des détails avec Dangui Dangui. De l'éducation à l'agriculture, en passant par les infrastructures, la santé, l'emploi et la justice, le contrat de désendettement et de développement C2D couvre 9 secteurs avec un impact positif certain sur les conditions de vie des populations, selon des observateurs. L'enveloppe totale de l'ensemble des projets C2D s'élève à plus de 1900 milliards de francs CFA, avec une performance unique en Côte d'Ivoire en matière de réalisation de projets, a précisé le ministre Moussa Sanogo. Durant une semaine, experts et parties prenantes vont passer en revue la mise en œuvre des activités en cours depuis l'année 2023 et des années antérieures et mettre en relief les éventuels écarts par rapport aux attentes, une étape chère à la partie française. Au vu du montant des financements engagés, après 11 ans d'exécution, nous avons relevé que les évaluations des projets restaient globalement insuffisantes en nombre et ne permettaient pas d'en consolider toutes les données d'impact. L'organisation, d'ici la fin de l'année, de la revue conjointe du C2D
devrait permettre de répondre à cette préoccupation. Nous devons également accélérer la réalisation des audits du C2D pour les exercices 2022 et 2023 afin de ne pas entraver l'exécution des projets. Le traitement des dépenses déclarées inéligibles par les auditeurs devra en outre se poursuivre. Avant d'ouvrir officiellement les travaux, le ministre a souligné les enjeux de cet exercice de redevabilité et de transparence qu'est cette revue sectorielle 2023 des projets CDD. Le CDD incarne notre engagement commun envers le développement. Ce programme est un catalyseur majeur de changement et de progrès dans nos communautés et il touche plusieurs secteurs vitaux de notre société. Au cours de vos travaux, comme les traditions, il s'agira d'examiner les états d'exécution des plans d'activité de l'année 2023, d'en déceler les difficultés rencontrées et d'envisager les mesures correctives idoines. Le contrat de désendettement et de développement C2D est né de l'initiative des pays pauvres très endettés pour la réduction du niveau d'endettement de certains pays afin de relancer leur économie. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une remise de dette de 2500 milliards de francs CFA de la part de la France, dont 600 milliards de francs CFA d'annulation sèche et 1900 milliards de francs CFA convertis en C2D. En culture, c'est le Massa qui fait l'actualité. Le Rwanda, pays invité à ce marché international, il va partager son expérience en matière de développement culturel. Le Rwanda a su préserver l'essence de ses cultures en favorisant et pérennisant ce qui fait sa force. Vous aimez certainement comme moi les pas de danse de l'Indirimbo ou encore de l'Umidio et certainement bien d'autres. En fait, c'est une société qui garde toute sa tradition et l'exporte même, ce qui développe le sentiment d'appartenance et réaffirme une identité forte du Rwandais. On en parle avec Franck Kwadio, Adama Sangari. Le langage du corps synchronisé au récit, un aperçu de la richesse culturelle rwandaise bien ancrée dans l'imaginaire populaire, comme un des ferments de la croissance économique de ce pays des Grands Lacs. Invité à l'honneur de ce 13e marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, le pays est le centre d'intérêt de ce colloque sur l'impact des arts et de la culture dans le processus de développement. C'est un modèle qui inspire donc, un modèle qui s'appuie sur une bonne jonction entre la promotion du patrimoine et une bonne politique industrielle culturelle. Moi, je suis persuadé que l'industrie culturelle ne saurait s'épanouir si elle ne prend pas en compte le patrimoine local. La force de l'industrie, c'est de justement transformer ce patrimoine-là en un produit qui puisse donc permettre le développement économique. Donc très clairement, oui, le Rwanda l'a réussi parce que son patrimoine est au cœur donc, de sa stratégie de développement industriel du secteur culturel et je crois que c'est ce qui mérite d'être su par le plus grand nombre. Et l'exercice sera renouvelé sur différentes scènes du Massa durant ces 7 jours de festivités. Le Rwanda, pays invité au Massa, et nous avons le plaisir de recevoir la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et des arts du Rwanda, Madame Sandrine Umutouni. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et vous êtes là justement dans le cadre du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Le Rwanda, pays invité d'honneur à cette 13e édition. Quel sentiment d'avoir été associé à ce marché international ? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation, mais aussi un grand remerciement au gouvernement de la Côte d'Ivoire de nous avoir considérés être à la hauteur pour cette rencontre du Massa. Donc être invité d'honneur résonne fort pour nous au niveau du Rwanda, parce qu'en cette période où nous commémorons pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis, recevoir ce genre d'attention, ce genre de solidarité est une preuve en fait des relations qui existent entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Donc c'est un véritable honneur d'être présent ici. Alors, la cérémonie d'ouverture, c'était samedi. On a vu le ballet national qui était majestueusement présenté, surtout apprécié par le public. Qu'est-ce qui reste d'autre à présenter aux festivaliers au Massa ? Alors, pour cette délégation qui s'est rejointe au Massa, nous avons encore prévu d'autres représentations, prestations du Ballet National, notamment demain soir à Kumasi, à 21h, le Ballet National va de nouveau se reproduire. Nous sommes aussi venus avec une troupe théâtrale et qui vont donc présenter une pièce qui s'appelle Devil's Gold, qui est une troupe donc, qui rassemble des jeunes acteurs rwandais et burundais et qui a été produite par un jeune rwandais. Donc ce sont les deux grands spectacles que nous avons cette année pour le Massa.
Alors, cela démontre également la qualité des relations au niveau culturel entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, mais qui ne va pas s'arrêter, ou du moins qui va plutôt se renforcer après le massacre. Qu'est-ce qui est prévu d'autre entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sur cet aspect? Alors, je voudrais déjà souligner qu'entre nos deux pays, il y a une exemption de visa, ce qui veut dire que maintenant, toute personne qui est intéressée par le Rwanda ou intéressée par la Côte d'Ivoire peut voyager sans ce fardeau administratif qui existe encore dans beaucoup de nos pays. Donc ça, c'est déjà une première porte ouverte. Le deuxième élément, c'est en termes d'échange dans les affaires, parce qu'effectivement, le Rwanda est ouvert sur le monde. Nous avons toute une politique sur le Visit Rwanda, venir investir chez nous, mais aussi se tourner vers l'extérieur. Et c'est ce que le Rwanda fait depuis plusieurs années, c'est essayer de soutenir et renforcer la coopération sud-sud. Et c'est ce qui se passe cette année avec le Massa. Je repars avec beaucoup de très belles expériences, de très beaux échanges avec différents ministres, notamment son Excellence Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, mais aussi le ministre de la Jeunesse que j'ai rencontré cet après-midi, où nous sommes en train de parler justement d'échanges pour élever le niveau de notre jeunesse, mettre en place des partenariats, mais aussi continuer à apprendre les uns des autres. Oui, vous l'avez dit il y a quelques instants, après ce qui s'est passé en 1994, la culture a joué un rôle fondamental dans la reconstruction post-crise. Justement, quelle a été la recette pour que ce sentiment d'appartenance à la culture, à une seule culture, soit partagé par tous les Rwandais? Alors, merci beaucoup pour cette question. Au lendemain du génocide perpétré contre les Tutsis, le Rwanda tout entier a dû panser ses plaies. Regarder, évaluer de manière très franche ce qui s'était passé. Et à travers cette évaluation-là, nous nous sommes rendus compte que le génocide avait été possible parce que nous avions perdu notre identité nationale. Donc c'est à travers cet exercice d'évaluation et d'honnêteté face les uns aux autres que nous avons mis en avance notre culture traditionnelle. Nous nous sommes encore une fois tournés vers le passé et nous avons remis à jour certaines pratiques traditionnelles, certaines pratiques culturelles. Nous les avons mis donc au jour de l'ère moderne pour pouvoir servir certains besoins économiques et de développement. Donc la culture nous unit, la culture nous a permis de nous relever et la culture permet de continuer à faire vivre notre mémoire. Merci. Je pense qu'on a fait le tour sur cette question, surtout le Rwanda qui est pays invité d'honneur à ce Massa en 2024. Madame, je vous remercie d'être passé peut-être un dernier mot avant de partir. Alors juste remercier de nouveau le gouvernement de la Côte d'Ivoire, remercier le Massa, toutes les équipes qui nous ont accueillis. En mon nom et le nom de toute la délégation, c'est un accueil très chaleureux. On reviendra très bientôt. Je rappelle que nous recevions la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et les arts du Rwanda, Madame Sandrine Umutoni, invitée donc sur ce plateau pour parler du Massa 2024. Le Rwanda, pays invité d'honneur. Je rappelle que le 7 avril dernier, le haut représentant du président de la République, le ministre Nkafana Koné, conduisait la délégation ivoirienne à la cérémonie commémorative du génocide en 1994 et la ministre de la Culture y était également. Merci d'être passé sur ce plateau et surtout le spectacle se poursuit après le Rwanda. Parlons aussi de la Corée qui était invitée. La culture coréenne mise en lumière dans la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture d'Abidjan, animée par plusieurs formations artistiques. Ce spectacle a permis de donner une idée de sa diversité culturelle. Serge Parcom Didier Nguessan. Une comédie musicale du groupe Nanta, formation musicale venue de la Corée du Sud, pays invité spécial de cette 13e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa. De la comédie, du rythme produit à partir d'ustensiles de cuisine et de la percussion traditionnelle. Cette originalité artistique du pays des matins calmes retient l'attention de ce public. J'ai trouvé très intéressant avec les batteurs de tam-tam, les différents sons qu'on a eus avec les couteaux et tout. Le spectacle était vraiment intéressant, bien drôle, on s'est beaucoup amusé. Des membres du gouvernement aussi sont sous le charme de ce spectacle, de scènes non-verbales mais très rythmées. C'est un très beau spectacle, j'ai vraiment apprécié parce que la culture est universelle, c'est un langage universel. On a vu une pièce où on ne parle pas, mais on a compris de quoi il s'agissait. Mais la diplomatie par la culture, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cette diplomatie n'a pas de frontières. Elle permet à tous les États de pouvoir s'exprimer pleinement.
nous avons eu droit à un spectacle merveilleux. L'ambassadeur de la Corée et la ministre de la Culture expriment leur satisfaction quant à cet échange culturel entre les deux pays amis. Je suis très ravie de recevoir l'invitation et on a invité 3 spectacles et ils ont bien succès avec ça. J'aime beaucoup. Oui. Sans avoir à parler le coréen, nous avons tous ri, nous sommes amusés, nous avons été émerveillés par le talent des artistes qui sont présents, qui en utilisant des instruments du commun, les instruments de la cuisine, nous ont montré aussi que l'art peut s'exprimer de différentes manières et surtout que l'art est un langage universel. À l'instar du groupe Nanta, le groupe Ongals a également égayé le public du Palais de la Culture avec des spectacles de jonglerie démontrant toute la virtuosité de ses acteurs. Le Massa 2024 particulièrement riche, et vous le voyez sur ces images, se tient aussi en dehors du Palais de la Culture. Des actions sont menées un peu partout à l'INSAC. Il s'est tenu un colloque pour renforcer les capacités des étudiants en art et actions culturelles. Ils ont été formés par des maîtres et experts sur la dynamique de la création scénique. Ismaël Evradeo, Hervé Blé, Ngata Kwame. C'est une innovation du Massa 2024, les échanges entre étudiants de l'INSAC et spécialistes du monde de la culture. Les étudiants de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle ont entretenu sur la dynamique des créations scéniques contemporaines en Afrique. Le colloque international en marge de la 13e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Le caractère international de ce colloque provient de la diversité des communications. Donc c'est 58 communications qui seront présentées en 2 jours et réparties en 5 axes. Il s'agit de réfléchir pour voir comment aujourd'hui tout ce qui peut être produit sur scène montre que c'est le patrimoine culturel africain qui est mis en valeur. Des communications que devraient mettre à profit ces jeunes apprenants. Le thème retenu est en adéquation avec notre vision, avec ce que nous faisons à l'INSAC. Et c'est donc une opportunité pour nos étudiants de s'approprier de la place des créations scéniques en se frottant aux maîtres, aux experts en la matière. L'innovation du Massa 2024 vise à outiller les étudiants de l'Institut dans plusieurs domaines culturels. Nous bénéficions vraiment d'une connaissance très enrichissante dans le domaine de l'art, de la culture, de la musique et beaucoup d'autres choses. Nous devons valoriser la culture africaine, nous réimprégner de nos cultures et retourner aux sources afin de faire vivre la culture africaine à nouveau. Rendez-vous culturel africain, le Massa se tient jusqu'au 20 avril 2024. Plusieurs programmes meublent l'activité, notamment des spectacles, des concerts et des animations dans les communes de la ville d'Abidjan. Alors que le Massa se poursuit, le Popo Carnaval de Bono a pris fin. Pendant 2 semaines, le peuple abouré a valorisé son patrimoine culturel. Un patrimoine dont la préservation était au centre de l'événement. Les festivaliers ont bien profité de cette 43e édition dans une ambiance particulière. Amid Yarasuba, Sylvestre Nguessan. Samedi 14 avril 2024, il est 15h. Une ambiance particulière règne à Bonois. Nous sommes à la 43e édition du Popo Carnaval qui referme ses portes après 2 semaines de festivités. Au menu, un défilé présentant les potentialités de la ville, danse du terroir, démonstration de karaté sont entre autres les activités de cette fin de carnaval. La 43e édition était vraiment meilleure par rapport aux éditions passées. J'ai vraiment apprécié, je me suis vraiment amusé et j'espère que l'année prochaine, nous allons faire encore plus. Le Popo Carnaval, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos dévanciers pour donner à nos enfants. Et nous allons, de notre modeste place, œuvrer pour la pérennisation de ce carnaval qui, je crois, est le plus vieux carnaval de Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest. Le Popo Carnaval se veut une vitrine pour la promotion du tourisme et le développement de la région du Sud Comoué. Le Popo Carnaval est parfait, n'est-ce pas, notamment le vœu d'intégration qui nous tient à cœur, où nous devons vraiment démontrer que le peuple abouré n'est pas un peuple qui vit en autarcie et qui est renfermé sur lui. Le Popo Carnaval, c'est vraiment l'expression
des retrouvailles, de la fraternité, et c'est l'occasion pour régler tous les problèmes. Dans cette diversité, vous avez pu constater qu'il y avait des Brésiliens, des Français, des Asiatiques, des gens de Bundiali qui étaient là, Sassandra et même Kong. C'est pour vous dire que nous cultivons à travers cet événement culturel la fraternité. Le représentant du Premier ministre, Robert Begré-Mombé, par ailleurs patron de cette édition, invite le peuple élevé à l'union et à la cohésion sociale. On a été unis pour pouvoir prendre la coupe. Alors il exhorte tous les Yvais à être unis pour que le bonheur soit pour tous les Yvais. Cette 43e édition qui a tenu toutes ses promesses a pris fin par l'incinération du roi Popo. Rendez-vous est donc pris pour la 44e édition. Voilà donc l'action culturelle en marche. Les initiatives s'enchaînent aussi pour le développement agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a remis environ 2500 tonnes de semences et d'intrants aux producteurs de Guiglo. C'est dans la région du Cavali. Kobedan Kwasi Adjoumani lance ainsi la distribution officielle de kits agricoles dans le district des montagnes pour aider à accroître la production vivrière. Léon Brou. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, sous escorte de sa collègue en charge de la fonction publique et présidente de la région du Kabali à Yaoundé, commune de Guiglo. Koubena Kwasi Adjoumani échange avec les usiniers sur l'approvisionnement et la performance de leur unité de transformation de riz 2 tonnes par heure. En termes de production, nous allons jusqu'à 400 à 600 tonnes par an. La difficulté que nous avons, c'est l'accès au paddy. Les producteurs qui sont dans la zone font qu'un seul cycle, donc ils n'envoient pas assez de paddy. Cap sur le périmètre risicole d'Unzo, déjà emblavé par le ministère de l'Agriculture pour recevoir le dépôt, le programme de production alimentaire d'urgence. Droit dans ses bottes, Kobedan Kwasi Adjoumani les met dans la boue pour semer avec les riziculteurs. Ils peuvent désormais espérer de bonnes récoltes sur ces 85 hectares. Bon, avec ces intrants, je pense que nous serons menés de produire de 5 tonnes à 6 tonnes à 7 tonnes. De Yaoundé au Nzo, le ministre des Productions vivrières décèle des chances de succès du programme de production alimentaire d'urgence et exhorte les acteurs du Cavali à davantage d'engagement, non sans les assurer de l'effectivité de l'accompagnement de l'État. Si cet espace est bien utilisé, on peut même aller jusqu'à 1000 hectares. L'essentiel, c'est de procéder par des aménagements qui vont être échelonnés dans le temps. Vous savez, quand le président de la République nous demande d'être sur le terrain pour accompagner les producteurs, c'est la réalité. L'objectif ici, c'est de les accompagner, de leur donner des kits et de suivre le processus de production, c'est-à-dire la distribution. Les semis vont se faire, la production et puis la transformation suivie après de la commercialisation. Attendu du programme de production d'urgence, la hausse de la production vivrière pour l'autosuffisance et même la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. 800 000 tonnes additionnelles de riz, par exemple. Ajoutons que déjà 6 723 hectares disponibles et 5 564 producteurs de cette région inscrits au programme de production alimentaire d'urgence dans le Cavali. Le ministre de l'Environnement a organisé ce lundi un atelier pour faire la revue des projets. Plusieurs activités sont déployées dans le domaine pour mieux suivre la mise en œuvre. Jacques Assawaré-Conan veut un tableau de bord clair avec des recommandations nécessaires à la bonne marche des projets initiés. Grâce Kando. Directeurs généraux, centraux et coordonnateurs de projets du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique sont réunis à Abidjan pour la revue trimestrielle des activités. Cette rencontre sera l'occasion de faire le bilan des projets de 2023, examiner ceux du premier trimestre de 2024 et identifier les obstacles. Mangrove, c'est un écosystème qui est dégradé. Dans les années 75, on avait environ 30 000 hectares de mangroves en Côte d'Ivoire sur le littoral. Aujourd'hui, on est à moins de 2500. Or, la mangrove est nécessaire pour le développement des poissons, des alevins et autres développements. Donc, on essaie de reconstituer la mangrove. Cette rencontre s'imposait, ça nous permet de faire le point. Où est-ce qu'on en est? Vers où on part? On aura besoin de quoi?
et qu'est-ce qu'on peut apporter. L'attente est très grande. Au niveau des polluants organiques persistants, nous sommes arrivés à un niveau où il faut maintenant construire un centre de démantèlement des équipements qui contiennent ce polluant-là. Alors vous avez les véhicules qui sont âgés plus de 16 ans, vous avez les ordinateurs et les télévisions qui sont derrière bombées qu'on appelle les écrans cathodiques. Donc ce centre va venir apporter une bouffée d'oxygène à la Côte d'Ivoire. Au total, 21 projets actifs sont logés au sein du ministère de l'Environnement. Pour Jacques Assaoré-Conan, il est temps de passer à l'action et d'intensifier les efforts afin de rendre plus visibles les activités en matière d'enjeux environnementaux et climatiques. Le gouvernement a bien voulu mettre en place un certain nombre de programmes et projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Et il était bon qu'à une période donnée, que nous nous arrêtions pour évaluer l'avancée de ces projets, relever les difficultés qui entravent leur bon fonctionnement afin d'apporter les solutions idoines. Il y a des projets qui portent sur la biodiversité, il y a des projets qui visent à lutter contre le changement climatique. Donc c'est une panoplie de projets qui sont mis en œuvre que nous allons passer au peigne fin. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique recommande l'élaboration d'un plan stratégique de développement triennal 2024-2026 à l'effet de doter son département ministériel d'outils importants de gestion axés sur les résultats. Dans un autre domaine, la Côte d'Ivoire abrite la 4e édition du Cyber Africa Forum. Les acteurs du numérique sont en terre ivoirienne pour trouver des réponses aux défis liés au développement du secteur, notamment l'essor de l'intelligence artificielle. Ils veulent donc adapter cette nouvelle donne aux réalités africaines. Pour ce faire, ils vont mettre en place un cadre de collaboration régionale et internationale. Amédi Rassouba. La 4e édition du Cyber Africa Forum ouvre ses portes à Abidjan autour du thème « Quelle stratégie adopter face à l'essor de l'intelligence artificielle en Afrique ?» Les acteurs du système numérique se donnent 2 jours pour échanger sur les questions liées à l'innovation et la stratégie de défense dans le e-santé, l'employabilité à l'aide du numérique et l'intelligence artificielle. Nous engageons encore cette année à poursuivre et à aller encore plus loin au niveau de la réflexion théorique. Cette 4e édition sera encore marquée par plusieurs initiatives clés que nous menons, le Cyber Africa Women, le CAF CISO Club, le Hacking Challenge ou encore l'Executive Cyber Awareness Meeting. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette orientation, la BOAD a défini une stratégie portée par sa mission qui vise à contribuer au développement d'un secteur du numérique résilient, abordable, sûr et inclusif, favorisant l'intégration sous-régionale et la mise en place d'un marché numérique commun, levier de croissance des UEMOA. Pour le ministre Ibrahim Khalil Konaté, ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est d'accélérer le développement dans l'économie numérique. Nous vivons à l'aube d'une révolution numérique sans précédent, étroitement liée à l'essor des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. Si ces avancées technologiques représentent des opportunités extraordinaires pour nos sociétés, elles soulèvent également des défis de taille en matière de sécurité et d'éthique. La cybersécurité est l'un de ces défis primordiaux. Dans un monde où nos vies, nos entreprises, nos infrastructures critiques dépendent chaque jour un peu plus du numérique. Le Cyber Africa Forum se veut un espace d'échange et de réflexion pour les leaders du secteur afin de partager et mettre en œuvre les meilleures pratiques pour garantir la sécurité et la résilience des infrastructures numériques. Ce lundi, la première édition de la Semaine nationale de la presse a démarré. L'autorité des régulations a réuni plusieurs experts et professionnels du monde des médias. Son président Samba Koné veut créer des opportunités de rencontres et d'échanges entre le public et les acteurs de l'écosystème, un cadre pour réconcilier lecteurs et presse. C'est Forazegui. À travers le lancement ce jour de la première Semaine nationale de la presse, l'ANP, l'autorité nationale de la presse, veut créer des cadres de rencontres et d'échanges entre les citoyens et les acteurs des médias. À travers l'institution de cette Semaine nationale de la presse, nous entendons ainsi jeter un véritable pont entre les médias et les citoyens. Demain se prépare dès à présent. C'est donc un impératif de doter nos enfants et nos jeunes frères et sœurs de moyens susceptibles de faire d'eux des citoyens responsables, capables de se prémunir des effets pervers auxquels nous sommes
exposés en permanence. 6 jours pour instruire les citoyens sur la nécessité de développer leur esprit critique face au flux d'informations. Un partage d'expérience très apprécié par les acteurs des médias. Dédier une semaine à la presse, c'est bienvenu parce que ça permet de comprendre tout l'écosystème de la presse. Depuis quelques années, les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes sont pris dans l'engrenage de l'information. En initiant donc cette semaine de la presse, l'ANP veut faire face à la désinformation et le ministère de la Communication soutient l'action. Je suis donc convaincu que cet événement sera un succès et qu'il permettra de renforcer le dialogue entre la presse et le public. Qu'il permettra aussi aux journalistes de ne pas oublier qu'il demeure un repère indispensable, un enracinement social important dans la consolidation de la démocratie, car il participe à la création ou à la consolidation de l'opinion nationale. La Semaine nationale de la presse vise à sensibiliser la jeunesse sur la vérification des sources d'information, à les sensibiliser à un usage rationnel et responsable des TIC. Au menu, des panels éclatés dans des universités et grandes écoles et des conférences dans des établissements scolaires animés par des professionnels et experts des médias. Les populations du Sud Comoé sont reconnaissantes au chef de l'État pour les nombreuses infrastructures de développement réalisées dans leur région. Ils lui ont rendu un vibrant hommage lors d'une double cérémonie à Maféré et dans le village d'Afienou. On en parle avec Didier Guessan. Le Sud Comoé rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. C'est une initiative commune des femmes des 3 sous-préfectures de Kouako, Adjouan et Maféré. Si Afienou, le village natal du président du conseil régional du Sud Comoé, Aka Awele, est désormais bitumée, la commune de Maféré, elle, a bénéficié ces dernières années de 3 châteaux d'eau d'un volume total de 700 mètres cubes, de 42 km de canalisation, de l'extension du réseau électrique avec 600 nouveaux poteaux, de la construction de 18 salles de classe et de 3,5 km de bitume. Autant d'infrastructures de développement dans la région qui motivent cette double cérémonie d'hommage. Ce sont des femmes qui, bénéficiant de toutes ces réalisations du président de la République dans leur région, dans leur zone, dans leur village, ont décidé d'être reconnaissantes. Nous avons un seul choix, le choix de la responsabilité, le choix du développement avec le président Alassane Ouattara. Ils ont tracé le sillon, ils nous ont montré la voie. Et nous avons le progrès et le développement. Ne changeons pas, continuons et magnifions le président Alassane Ouattara. La ministre Nassineba Touré, marraine de la cérémonie, a rappelé les projets au bénéfice des femmes et les engager à s'inscrire dans la dynamique de développement. Nous avons vu des femmes engagées, nous avons vu des femmes qui savent ce qui se passe chez elles, qui ont pu énumérer toutes les réalisations qui ont pu avoir lieu dans le Sud Comoé, précisément à Maféré, et qui sont contentes de la paix, de la quiétude dans leur région. Alors ces femmes se sont engagées, bien entendu, à continuer à cultiver cette cohésion sociale dans la région et à s'engager pour la paix, pour la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire, donc à s'engager pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La politique gouvernementale, déclinée en projet de proximité au profit du peuple 108, est mise en œuvre par le Conseil régional du Sud Comoé. Son président, Aka Awele, est reconnaissant au président de la République. Qui est globalement également consciente que cette région a bougé en matière de développement pour que nous puissions célébrer notre bienfaiteur, notre leader en matière de développement, qu'est le président Alassane Ouattara. Nous sommes satisfaits et surtout, nous nous inscrivons dans les perspectives à venir pour démontrer que nous sommes reconnaissants au président de la République. La marraine Nassineba Touré a annoncé un hommage national au chef de l'État à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Camara, qui se tiendra bientôt.
Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, Donald Trump comparaît à partir de ce lundi 15 avril à New York pour le premier de ses procès dans l'affaire dite Stormy Daniels, une comparution dans le dossier de cette ancienne actrice pornographique dont l'ancien président aurait acheté le silence en vue de sa campagne présidentielle de 2016. Il est visé par 88 chefs d'accusation dans 4 procédures pénales distinctes. L'ancien chef de l'État encourt un an maximum d'emprisonnement s'il est reconnu coupable de falsification et jusqu'à 4 ans s'il est en violation des lois de financement des campagnes électorales. Pour les candidats républicains, il s'agit d'un procès politique pour empêcher son retour à la Maison-Blanche. La suite avec ce communiqué du protocole d'État donné par Abou Sanogo. Cérémonie d'hommage de la nation à feu Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation à feu Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui aura lieu le jeudi 18 avril 2024 à partir de 11h dans l'enceinte de la primature. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République à raison de 5 membres par institution, Sénat, aux représentants du président de la République, Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, médiateur de la République, Grande chancellerie de l'ordre national, Grande chancellerie honoraire, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Messieurs les procureurs généraux, près la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes, Monsieur le premier avocat général du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Madame et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Madame et Messieurs les procureurs généraux, près les cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier, Madame et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce, de Yopougon et du pôle pénal économique et financier, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Chambre nationale des notaires, Monsieur le président de la Chambre nationale des conseils juridiques, Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, 5 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Messieurs le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses,
Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le mardi 16 et le mercredi 17 avril 2024, de 7h30 à 16h30. La mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 8h30 et prendra fin à 10h15, horaire de rigueur. Et voilà qui met donc un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'oiseau se pose toujours sur l'arbre qu'il connaît. Dieu le voulant, on se retrouve demain.